L'enregistrement de la conférence a démarré. Meeting recording has started. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Donc, moi- tous. Bonjour, je me présente. Moi, je suis Laurent Azière de Adelanto. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats de ce dernier baromètre 2023 du B2B. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Laetitia. Bonjour à tous. Laetitia Barré et moi je travaille pour Effici, un éditeur de CRM et je suis administratrice du CMIT. CMIT également représenté aujourd'hui par Thomas qui va nous faire l'introduction. Tout à fait. Bonjour à tous. Thomas Mesplet, je suis le consultant exécutif du CMIT. Donc voici l'agenda de ce webinaire. Premièrement, une rapide introduction de qui sommes-nous et qui sont surtout qui sont les organisations que nous représentons, le CMIT ainsi qu'Adelanto. Ensuite, on passera à la présentation des résultats du baromètre marketing B2B 2023. C'est cette année la 9e édition qu'on a reconduit. Donc voilà, Laurent et Laetitia vous présenteront tous ces résultats. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit en fin d'intervention. On vous laissera un temps de parole pour pouvoir poser vos questions. Donc voilà, si vous en avez en cours de présentation, on verra en fonction des questions, si c'est des questions de clarification ou si c'est des questions auxquelles on peut répondre directement, on y répondra. Sinon, on les gardera pour la fin de la présentation, une quinzaine de minutes. Laurent, Et donc le CMIT, qui sommes-nous? Nous sommes une association donc fondée en 2003. On réunit des responsables marketing et communication de l'IT. Donc une centaine d'adhérents actuellement. Les objectifs derrière le CMIT pour les adhérents, ils sont triples. Le premier, c'est de développer son réseau. Le second, de partager son savoir avec d'autres responsables marketing communication. Et le troisième objectif, de progresser dans son travail, dans ses pratiques, à travers l'organisation d'événements et la participation à différents événements. Chaque année, on réalise en moyenne 30 événements, que ce soit des formations, des conférences, des webinaires, des ateliers de partage de bonnes pratiques, et également pour permettre aux adhérents de se rencontrer, des dîners. Les thèmes fédérateurs que nous avons identifiés en 2023 sont le marketing et la communication responsable, très tendance actuellement, les soft skills et encore et toujours le marketing digital. Donc voilà, tous les événements qu'on organise, ou la majorité des événements qu'on organise, sont centrés autour de ces thèmes. Et puis, comment on fonctionne pour les adhérents? C'est tout simplement une adhésion annuelle ouverte aux responsables marketing et communication en poste dans des entreprises IT. L'important quand vous adhérez au CMIT, c'est aussi de vous dire que vous pouvez former vos équipes, puisque le remplacement est possible pour la majorité des événements que nous organisons. Donc voilà, les adhérents en général adhèrent à la fois pour eux-mêmes, mais également pour former leurs équipes. Concernant les prochains événements qu'on organise, ça c'est un rapide aperçu. Donc le webinaire d'aujourd'hui, on va avoir également deux formations qui sont organisées, l'une la semaine prochaine sur l'interview maîtrisée. Voilà, comment réaliser une bonne interview. Le 1er juin et le 8 juin, une formation sur les techniques d'automatisation, de gros hacking, de ChatGPT avec l'innovation. Ensuite, en juin, nous sommes partenaires du congrès de la communication responsable, qui est ouvert à tous et sur lequel nous vous attendons nombreux. Et enfin, le 16 juin, nous sommes également partenaires du CMO Summit dans le cadre du salon Vivatech. Ok, je reprends la parole. C'est Laurent, juste une micro-introduction sur Adelanto. Donc nous, on est agence marketing digital B2B. On s'est créé il y a presque 30 ans. On fait partie des plus anciennes agences B2B du secteur, voire peut-être même la plus ancienne, indépendante, bien sûr. Donc notre grand point fort, ce sont tout ce qui est ce sont les bases de données. Donc on a des grosses bases de données de décideurs qu'on peut utiliser pour le compte de nos clients avec des marques spécifiques, aussi bien sur les DAF, les RH, l'informatique, bien sûr. Et on travaille principalement pour des grandes marques du secteur. On a 3 types d'opérations, soit des newsletters, que vous voyez décrites ci-dessous, par métier, soit on fait des études de type lead generation,
donc, qui nous permettent de faire connaître une marque, un positionnement au marché et de récupérer du contenu et de récupérer des leads pour chaque campagne. Et puis faire aussi des actions ponctuelles classiques d'agence, création de contenu, emailing pour des events, etc. Je ne vous en dis pas plus et je passe au sujet principal de la réunion d'aujourd'hui, qui est les résultats de ce baromètre. Donc, c'est un baromètre qu'on fait depuis presque une dizaine d'années. C'est le 9e. Donc, c'est l'édition 2023 qui a été réalisée en mars et en avril, donc en partenariat avec le CMIT. Donc, on a préparé les questions, on a actualisé les questions ensemble. Donc, on a des questions de base qu'on pose chaque année. Et puis, on a introduit quelques nouveautés au fur et à mesure de l'évolution des technologies et du marché. On interroge à peu près une base de 20 000 décideurs marketing. C'est principalement des réponses par emailing. Donc, c'est des emailing qui ont lieu sur les bases Adelanto, sur les bases du CMIT, et on a des relais sur les réseaux sociaux qui nous permettent de compléter nos retours et d'élargir un peu la cible. Donc, c'est une étude qui a toujours beaucoup de succès. On atteint en général entre 400 et 500 répondants, participants, ce qui est très, très important. Pour vous donner une idée, une étude B2B classique que nous réalisons régulièrement pour nos clients, à partir d'une centaine de retours, on est assez content des résultats parce que c'est assez représentatif de l'avis des décideurs. Donc, vous voyez bien que 450, là, ça va au-delà et ça montre l'intérêt qu'ont les directeurs marketing et les responsables du marketing B2B à connaître un peu ce qui se fait dans l'industrie à un moment T. Puisque, bien évidemment, nous renvoyons les réponses à tous les répondants. Une petite particularité, comme bien entendu, nous travaillons avec les CMIT et que nous-mêmes, nous avons beaucoup de clients dans l'IT, bien entendu, ce secteur-là est spécialement représenté. Plus de 117 répondants du secteur informatique et télécom nous fait le plaisir de répondre. Ce qui fait que dans certains cas, vous le verrez avec Laetitia, on pourra faire un petit focus. La présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est pour tous les répondants. Donc, c'est l'ensemble du B2B du marché, tout secteur confondu. Mais de temps en temps, il y a des spécificités aux pros du secteur tech qu'on mettra en avant. Donc, voilà. Donc, je vous propose que nous démarrions par les résultats. Alors, au début, je voulais juste vous préciser qui sont un peu les répondants. Comme vous le voyez, ce que je vous disais en introduction, ils viennent de tous les secteurs. Donc, c'est principalement le secteur privé. On a un peu interrogé le secteur public, il est minoritaire. Donc, c'est assez équilibré. Donc, on a aussi bien des professionnels du secteur industriel, du secteur des services, de l'industrie. Et après, pas mal de professionnels de la presse. Alors, ça peut être des agences aussi, des agences de RP. C'est ouvert aux partenaires, bien sûr. Ce n'est pas uniquement les récents marketing annonceurs qui peuvent répondre. Santé, BTP, vous voyez. Donc, c'est assez varié et c'est assez représentatif de l'ensemble des secteurs commerciaux industriels français qui donnent leur avis et qui sont actifs en matière de B2B. En termes de taille d'entreprise, alors on spécifie en France parce que c'est toujours délicat quand on fait partie d'une entreprise internationale, est-ce qu'on donne son effectif local ou l'effectif mondial. Donc là, on a décidé de se focuser sur la France. Donc c'est aussi un relatif équilibre, avec quand même une majorité d'entreprises de taille moyenne. Les responsables B2B qui ont répondu font partie d'entreprises entre 100 et 1000 employés en France. Donc c'est pour 35% d'entre eux. Et c'est assez équilibré, moins de 100, 30%, et plus de 1000, 30%. Donc c'est aussi bien des petites structures, moyennes structures ou grosses structures qui ont répondu. Donc, ça donne un certain équilibre aussi aux réponses. Pour les fonctions, donc là, on s'est vraiment concentré sur les fonctions marketing grâce au ciblage. Hein, il n'y a pas de hasard. Quand on s'adresse au directeur marketing, c'est des responsables marketing qui répondent. C'est logique. On a mis un peu de granularité pour savoir quel était le niveau de responsabilité des répondants. Bon, c'est quand même principalement des managers et des directeurs, que ce soit dans la com, le marketing ou dans certains cas des commerciaux qui ont répondu, qui peuvent avoir un impact sur le marketing de leur société, voire des directions générales pour des plus petites structures, et puis des consultants, des chefs de projet. On a essayé de savoir s'il y avait des consultants de marketing en temps partagé. Bon, il y en a peu qui ont participé, malheureusement. Je crois que c'est une tendance qui se développe, le consultant marketing en freelance, mais pour l'instant, et en tout cas dans le cas de cette étude, c'est principalement des managers et consultants à plein temps qui ont répondu.
Voilà un peu pour le panorama, de savoir qui sont à qui on s'est adressé et qui a participé à l'étude. Maintenant, on va rentrer dans les questions. Donc là, vous voyez, il y a une première question où on demandait quels sont vos cibles prioritaires en matière de type d'entreprise auquel vous vous adressez. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que autant tout ce qui est hors secteur informatique, donc les secteurs traditionnels du B2B, leurs cibles prioritaires, ce sont les grands comptes et les PME, puis les revendeurs. Pour le secteur IT, ils mettent en avant de manière plus importante la sous-cible des ETI. Donc, non seulement les grands comptes comme les autres, et de façon très, très prioritaire, oui, plus de 80% des répondants du secteur IT disent qu'ils ont pour cible principale les grands comptes. Ils ciblent aussi, parce qu'ils avaient le droit à plusieurs cibles, bien entendu, les ETI en numéro 2 et les PME-PMI en numéro 3, les distributeurs ne venant qu'en quatrième, peut-être de façon un peu étonnante, pour certains du secteur tech, dans leur priorité. En ce qui concerne les cibles métiers cette fois-ci, donc quand vous développez vos actions de communication, à qui vous souhaitez vous adresser en priorité. Donc là, ce n'est pas obligatoirement très surprenant. Le couple hors industrie informatique, c'est les PDG et les acheteurs. Donc, ils s'adressent aux décideurs en direct. En tout cas, c'est leur souhait, c'est ce qu'ils essayent de faire dans leur communication, dans le top 2 ou le top 3 de leur cible. En revanche, bien entendu, pour le secteur IT, les DG et les acheteurs sont bien entendu ciblés, mais bien entendu, c'est le métier de l'informatique, la direction informatique au sens large, qui est la cible prioritaire de leur communication et de leurs actions. Donc ça, c'est une des spécificités, bien sûr, du secteur de la tech. Alors, la question cruciale qu'on pose chaque année, et on a décidé de vous la montrer tout de suite en début de présentation, quelquefois on la garde pour la fin, mais je pense que c'est plus... On est entre nous et vous avez besoin de savoir vite de quoi il s'agit. On a posé la question sur les budgets et sur les effectifs. Donc, la question était, quelle est la tendance pour vos ressources marketing B2B en 2023? Pour résumer, est-ce que vous avez des budgets qui montent ou des budgets qui descendent ou des budgets qui restent stables? Donc, on observe majoritairement une stabilité des budgets tels que déclarés par vous cette année, et avec un nombre de répondants qui indique une hausse ou une baisse de façon égale. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si tu as les chiffres, Laetitia, de l'an dernier. Si l'an dernier, non, j'ai les chiffres de l'IT sur cette. D'accord. Alors, peut-être peux-tu donner une précision sur le budget déjà? Oui, sur les budgets marketing, alors, côté IT, en fait, il y a moins de personnes qui se sont rangées dans la stabilité, en fait, des budgets. On a plus de personnes qui annoncent une hausse de 27% et plus de personnes qui annoncent une baisse, toujours 27% des budgets marketing. D'accord, donc c'est plus contrarié. Voilà, c'est plus contrarié, moins de stabilité. Oui. D'accord. Moi, je me souviens des chiffres de l'an dernier. Pour info, on était plus sur des tendances de budget marketing 2022 en hausse de 35% par rapport à l'année d'avant. Donc, je dirais que la hausse ralentit et la stabilité progresse, voire la baisse dans certains cas. Et c'est confirmé aussi par rapport au secteur tech. Oui. Donc, il y a un petit bémol sur les budgets, bien que ce soit assez agréable de voir que quand même presque un quart de l'échantillon prévoit des budgets en hausse cette année. Pour les effectifs, cette fois-ci, donc là c'est un petit peu plus mitigé. On voit que la stabilité l'emporte très nettement, à près de 70%. En baisse et en hausse, ça se réduit comme peau de chagrin. La hausse étant limitée à 17%, donc pas énormément d'embauches cette année, plutôt de la stabilité, de la prudence. Je ne sais pas si sur le secteur tech, Dans la tech, on a une baisse qui est un petit peu plus prononcée parce que plutôt que d'avoir 14,7, on est à 18% pour la baisse des effectifs. D'accord. Bon, c'est un peu plus prononcé, mais l'écart reste fait. Je pense que la On est tendance sur est une même homogène. répartition, oui. Voilà, la tendance est homogène sur les effectifs. Donc, pour résumer cette information, ce slide, un léger optimisme sur le budget malgré la conjoncture, plutôt de stabilité malgré tout. Et puis sur les effectifs, plus de la stabilité et un peu une hausse et une baisse légère dans vos prévisions qui s'équilibrent.
Après, on a posé de nombreuses questions sur l'utilisation des médias digitaux. Et là, c'est assez intéressant parce que j'ai pu le comparer aux réponses des années d'avant. Et la question était toute simple. Est-ce que vous utilisez ou pas ce média digital dans vos communications de manière principale et régulière? Donc, il y a des incontournables, hein, si vous voulez, qui sont présents dans le type d'outils et le type de médias utilisés, l'emailing restant l'outil utilisé le plus utilisé. Alors, dans la quasi-totalité des cas, c'est quasiment un monopole à 100%. Il n'y a pas une entreprise quasiment qui n'utilise pas l'emailing pour ses communications. Le search naturel, on n'avait pas distingué les autres années le naturel et le payant, donc on l'avait mélangé. Donc, en fait, le naturel est prioritaire, le payant aussi, mais vous voyez, il ne vient que en 5e position. Et juste derrière viennent les réseaux sociaux qu'on a distingués là depuis 2 ans, en partie ads payantes et les réseaux sociaux d'influence. Donc, je dirais que le triptyque des médias du B2B, c'est l'emailing, le search naturel et les réseaux sociaux en priorité. Après, tous les autres médias sont bien sûr utilisés de façon importante, mais vous voyez que quand même, leur poids est moins important. Quand on regarde les webinaires, bon, tout le monde ne fait pas de webinaires. 80%, on peut dire d'un certain côté que c'est la majorité, la très grande majorité, mais un certain nombre n'en font pas. Et on voit une tendance plutôt baissière sur les webinaires. Donc, c'est lié à la sortie du confinement. Donc, le webinaire, il y en a un petit peu moins cette année que les autres années, même si ça reste important. Tout ce qui est enquête et sondage, ça reste assez équilibré. Le display aussi. Le content syndication se maintient avec une légère décroissance, mais à peine. Et le podcast qui a surgi dans nos études en 2022, mais qui existait bien avant, bien sûr, qui est de façon importante, n'est pas utilisé par toutes les entreprises du B2B, loin de là. C'est un média dont on parle beaucoup, qu'on voit beaucoup, qui est important, qui rentre dans le top 10, avec 58% d'utilisation, 57%, mais qui n'a pas progressé cette année, en 2023, par exemple. Donc, ça sera intéressant de voir son évolution en 2024. Je ne sais pas, Laetitia, toi, dans ton entreprise, tu peux faire un petit commentaire sur… Non, j'allais parler du top 3 dans la tech, qui est assez différent en fait de ce qu'on peut voir là sur la slide. Donc le top 1 reste l'emailing avec 99%. Ensuite, on a le webinar qui vient en 2e position, qui pointe à 96%. Donc ce qui est beaucoup plus que ce qui est montré là dans tous les secteurs. Et le search naturel, lui, est 3e avec 95%. Est-ce que c'est parce que la cible visée, parce qu'on le rappelle, hein, une des cibles principales pour le secteur de la tech, bien évidemment, est la direction informatique. Donc, est-ce que la cible est plus sensible à ce genre de format, ou est-ce que le canal se prête plus en fait aux choses qui sont vendues par les prestataires de la tech? Par exemple, montrer un logiciel et tout, ça se fait bien en webinar. C'est la question qu'on peut se poser. Et une autre petite différence, c'est le content syndication qui est plus élevé dans le secteur de la tech. On est à 81%. Et là, très honnêtement, je me suis posé la question de pourquoi. J'ai quelques pistes, mais peut-être que vous en avez d'autres. Moi, je me suis dit peut-être qu'il y a plus de médias spécialisés sur l'informatique. Et du coup, les gens essaient de placer des avis d'experts, des tribunes, etc. Question ouverte. On n'est pas là pour vous donner toutes les réponses, on est là aussi pour vous poser des questions. Et là, je vais la laisser ouverte, celle-ci. D'accord, écoute, très bien, merci de ces précisions. En ce qui concerne les autres types de médias qui ne sont pas obligatoirement des médias digitaux, voilà, on pose aussi chaque année la question. Donc, alors c'est des médias de nature un peu mélangée et différente. Vous nous excuserez, c'est un peu une sorte de melting pot d'autres médias. Donc, la création de contenu vient en numéro 1. Donc, ça reste essentiel. C'est une priorité depuis de nombreuses années et ça reste une priorité 2023 dans le type d'utilisation de médias et de budget marketing. Les conférences et séminaires, même pendant la pandémie, étaient restés importants pour ceux qui ont pu en faire et étaient restés prioritaires. Donc, ça ne change pas. C'est toujours dans un top plus de 90%, donc quasiment un plébiscite. Et puis, en 3, les RP.
Alors, non, en 3, le print, excusez-moi, j'ai inversé les print et les RP, je corrigerai dans la présentation finale. Donc, le print, de façon assez étonnante, se maintient comme un média très utilisé. Alors, je pense qu'il est peut-être plus utilisé dans tout secteur que dans le secteur de la tech. Néanmoins, comme vous avez repris beaucoup les conférences, les séminaires, il y a toujours, à un moment donné, du print. Et c'est un média qui n'est pas du tout abandonné. On le verra dans d'autres informations, qui reste présent chez tous les décideurs marketing B2B. Après, le reste, tout ce qui est des médias un peu plus spécifiques, la pub, radio, télé, tout le monde n'en fait pas, mais bon, de toute façon, ça reste de façon importante. On a introduit cette année 2 nouvelles notions qui étaient l'achat de leads et l'ABM. Tout secteur, hein, je vous rappelle, pas seulement la tech. Donc, achat de leads, oui, 2/3 le pratique. L'ABM, donc cette technique qui permet de cibler des grands comptes one-to-one ou des entreprises one-to-one, est assez présente, très présente, 2/3. Et le télémarketing, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde n'en fait pas. Ça a toujours été une réponse qui m'étonne un peu. Je croyais que tout le monde faisait du télémarketing en B2B, mais non, pas du tout. Il n'y en a que 2/3 qui le font. C'est très important, mais ce n'est pas à la hauteur des autres médias. Après, peut-être le télémarketing vient derrière l'achat de lead. Si tu achètes un lead et après tu passes un petit coup de fil, ça peut être Peut-être. en Peut-être. complément. Deux petites différences sur la tech. L'ABM et l'achat de lead, donc qui sont les deux nouveaux concepts en fait qu'on a décidé d'étudier cette année, sont beaucoup plus élevés dans le monde de la tech, avec l'ABM qui est utilisé par 78% des répondants. D'accord. Versus les 63% affichés pour les tout secteurs. Et l'achat de lead est également beaucoup plus utilisé à 72% versus les 65% qui sont montrés là. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de concurrence, les cibles restreintes? Là encore, question ouverte. Moi, je suis là pour poser des questions. J'espère que quelqu'un y répondra. Alors, pour les. Après, on a posé une question, c'était la même type de question, mais sous l'angle des investissements. Donc, la question étant, pour ce média qui vous est présenté là, par exemple les réseaux sociaux, les ads sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez augmenter vos investissements cette année? Et on a eu des réponses pour chacun des critères qui sont présentés ici. Et je les ai classés par ordre d'importance des hausses d'investissement prévues. Donc, les deux médias sur lesquels vous prévoyez d'investir le plus, d'augmenter le plus vos budgets cette année, ce sont clairement les réseaux sociaux, qu'ils soient publicitaires ou d'influence, même si c'est en retrait par rapport à la hausse, si on peut dire, ralentit un petit peu. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que vous avez déjà beaucoup utilisé ces médias-là en 2022, donc vous continuez à investir dessus, mais la progression des investissements sera plus faible, peut-être pour des raisons de conjoncture, mais aussi du fait que on part d'une base plus importante, donc la hausse est en relatif et moins importante aussi. Les deux autres suivants, le search et le podcast, par exemple, c'est un peu le même phénomène, sauf pour le search, où les investissements augmentent à nouveau de manière continue, search naturel, pardon. Et puis, le podcast, dont les investissements continuent à croître, mais de façon beaucoup moins importante qu'en 2022. Alors là, c'est très clairement, comme c'est un média un peu nouveau, ou récent plutôt, il est clair que les augmentations des autres années ne se maintiennent pas, puisque ça fait très très fortement augmenté en 2022 par rapport à 2021, avec l'émergence de ce canal. Et là, ça reste important, mais ça diminue un petit peu en hausse. Et puis, les webinaires, les emailing, le search payant, vous continuez à augmenter pour plus d'un tiers d'entre vous les investissements sur ces médias qui sont, je dirais, plus établis et plus classiques. Laetitia, je te laisse intervenir si tu le souhaites. Vas-y. Il n'y a pas de différence notable. Alors voilà, donc là, on a fait la distinction parce que la question suivante sur les réseaux sociaux, après la hausse, on demandait aux décideurs avec lesquels médias sociaux préférez-vous travailler ou travaillez-vous? Vous privilégiez. Donc ça veut dire que vous considérez comme médias prioritaires pour vos actions de communication.
Donc, ça n'étonnera personne, enfin, quoique, c'est toujours étonnant de voir un média qui a un plébiscite aussi important qu'on soit dans le secteur tech ou hors secteur tech. Hein, LinkedIn, quasiment 98-95%. Donc, il joue sur du velours. Tout le monde veut privilégier LinkedIn dans sa communication B2B. Et je pense qu'ils ont réussi leur pari en termes de ciblage. Et après, pour les autres médias sociaux, c'est un peu différent en fonction des cibles, puisque on a si on verger un top 5 dans le secteur tech, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, pardon, qui se classent dans le top 5 avec des grosses différences d'impact, 50%, 36, 13. Il y a des gros écarts entre ces médias derrière LinkedIn. En revanche, quand on regarde hors secteur tech, pour les autres secteurs industriels, des services, etc., de la distribution, eh bien, c'est beaucoup plus équilibré. YouTube, Instagram, Facebook, d'abord, sont beaucoup plus présents en termes de médias utilisés que dans la tech et de manière plus équilibrée, avec un poids similaire. Il y a une poussée d'année en année de Facebook et Instagram, par exemple, hors ces réseaux, qui est importante. Et Twitter reste beaucoup plus faible hors tech que dans la tech. Twitter a été très utilisé parce qu'il est dans le top 3 dans la tech. Il l'est moins. Donc, je ne sais pas, toi, Laetitia, chez FICI, il y a des médias que tu Alors nous, retrouves ou pour ton LinkedIn, bien évidemment, que ce soit en influence ou en ads. Ensuite, TikTok, alors pour le coup, on n'y est pas du tout. Instagram, on a un compte, mais très honnêtement, c'est uniquement pour des actions d'employer branding, en fait. Il y a assez peu, ce ne sont pas nos cibles acheteuses qu'on va aller chercher sur ce média-là. C'est plutôt des cibles candidats, en fait. D'accord. Après, c'est délicat. Enfin, chez FICI, donc on est éditeur de logiciels. C'est pas des choses qui sont hyper très, très, très visuelles, ou en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va gagner nos cibles. Donc voilà, on privilégie plutôt des réseaux où on peut mettre un peu plus de contenu écrit que des images. Est-ce que vous utilisez Twitter? On entretient notre fil. Très honnêtement, je me suis posé la question si la fuite de Twitter par pas mal d'entreprises n'était pas la parfaite opportunité pour quitter ce réseau. Oui. C'est pas la décision qui a été prise, mais je me suis vraiment posé la question pour le coup. D'accord. Je me suis dit que ça ferait une jolie porte de sortie. Oui, vous n'avez pas profité encore. Non, pas encore. Très bien. Alors, sur les outils des médias, On partage le même constat pour le désintérêt de Twitter. peut-être. Voilà. Sur les autres médias, on a posé la même question sur les hausses d'investissement prévues. Donc là, il y a toujours une forte poursuite de hausse d'investissement pour les créateurs de contenu. Donc, s'il y a des concepteurs, rédacteurs dans l'audience, les budgets, en tout cas les clients et les responsables B2B disent qu'ils vont investir plus dans la création de nouveaux contenus. Donc ça, c'est assez intéressant puisque c'est quand même la clé pour avoir des résultats, une des clés principales pour avoir des résultats sur les opérations marketing, pour avoir des contenus intéressants. Il y en a de plus en plus, ils pullulent, donc il faut sortir du lot avec des choses avec toujours plus de valeur ajoutée. Les conférences et séminaires, ça, on a bien compris que c'était reparti. Et donc, vous allez continuer à investir dessus. Alors, pas tous, 36%, donc il y a quand même 2/3 qui n'investissent pas plus, qui investissent peut-être pareil, ou peut-être un peu moins. Mais quand même, des hausses d'investissement, c'est clé. L'ABM ressemble assez populaire. Et puis après, on a un groupe de relations presse, achat de liste et marketing homogène, entre 20 et 30% d'augmentation des budgets. Je dirais que c'est assez classique d'année en année. Certaines entreprises investissent moins, d'autres investissent plus. Je dirais que ce n'est pas une tendance lourde à noter. Ce qui est intéressant, c'est de voir le classement dans les priorités de hausse d'investissement. Quand on décide de changer sa répartition budgétaire en 2023, c'est les médias qui vont en profiter sont plutôt en haut, et les médias là on voit le print en bas. C'est pas sur le print qu'on voit des hausses d'investissement, c'est pas étonnant, mais ça permet de le concrétiser avec des chiffres.
un petit focus tech sur cette Oui. slide, Laurent. Oui. L'ABM continue d'être en hausse côté tech, avec 48% en fait des répondants qui prévoient d'investir plus dans l'ABM, ce qui montre bien que les 63% qui avaient répondu que c'était un média utilisé, eh bien, soit sont satisfaits et du coup veulent investir plus, soit ces 63% l'année prochaine seront plus nombreux. Voilà, il semblerait que dans la tech, ce soit comment dire, un média qui ne soit pas encore arrivé à maturité et qui continue d'évoluer. Très bien. Alors, on s'était posé la question avec le CMIT par rapport au contexte économique sur les types d'actions qui allaient être utilisées en 2023 entre la prospection et la fidélisation. Alors on a proposé aussi de répondre à un mixte des deux. Donc, alors peut-être que tous les décideurs se sont précipités sur cette réponse facile, ou tout simplement c'est la réalité. Vous ferez aussi bien de la prospection que de la fidélisation. Néanmoins, il y a quand même certains qui se sont positionnés, qui ont dit qu'ils allaient pousser sur de la prospection et la conquête de nouveaux clients. 14%, ce n'est pas négligeable, vu le nombre de participants. Donc, c'est un aspect, c'est une tactique, une stratégie, je dirais plutôt marketing, qui est mise en avant par un certain nombre d'entre vous, et certains, plus faiblement, disent qu'ils vont se concentrer sur la fidélisation et la rétention client, plutôt que de partir à la conquête de nouveaux, plutôt que de se disperser dans des actions soit de prospection, soit de fidélisation. Donc, vous voyez, il y a une petite vingtaine de pourcents qui ont choisi leur camp, et 80% ne changeant pas a priori leur priorité cette année par rapport aux autres années, en faisant ces deux types d'opérations. Je ne sais pas si Laetitia, tu veux dire un mot là-dessus. Oui, en fait, cette question, on avait voulu la mettre au lancement du questionnaire parce qu'il y avait des articles qui circulaient en disant l'année 2023 sera l'année de la rétention. Comment dire, les fournisseurs font attention à leur budget, etc. Et plutôt que d'essayer d'aller chercher des cibles que de toute façon ils n'atteindront pas, ils vont plutôt se concentrer sur la fidélisation des clients à bord. Article qui semble contredit par cette réponse. Donc, très bien. Très bien, très bien. Chez nous, en fait, on fait un mix des deux avec quand même une grande priorité, en tout cas pour l'équipe marketing, à la conquête de nouveaux clients. Tout ce qui est fidélisation des clients existants vient en objectif numéro 2 de l'équipe marketing. Et c'est plutôt laissé entre les mains des account managers avec le support du marketing, mais là, on n'est qu'en support des équipes commerce, alors que sur la prospection et la conquête, on est plutôt au front, quoi. Ok, merci. Là, on a posé une question sur quel est votre sentiment sur les supports qui sont les plus générateurs de retour sur investissement en B2B cette année. Donc, sans surprise peut-être pour vous, l'événement et salon, comme vous en faites beaucoup, vous attendez beaucoup. Alors, est-ce que vous en attendez beaucoup? Est-ce qu'ils sont réellement générateurs de ROI? Je pense que c'est un mix des deux. En tout cas, la tendance, vous mettez en numéro 1 l'événement, les réseaux sociaux et les emailing. Donc, dans le top 3, ça semble cohérent avec le taux d'utilisation de ces médias et les hausses d'investissement prévues sur ces médias. Quand on combine les deux, en fait, ça reflète le fait que vous pensez que ce sont les médias les plus rentables, ce qui semble heureux et raisonnable. Donc, vous êtes logique avec vous-même, sachant que, alors par exemple, de façon plus étonnante, le search est placé derrière, alors que le search, historiquement, notamment le search payant, on investit dessus parce qu'il est générateur de ROI. Peut-être pas tant que ça. Vous pouvez avoir certains d'entre vous, je pense, des déceptions. Vous ne mettez pas en tout cas dans le trio de tête. Le site corporate, c'est-à-dire votre site internet, continue d'être un pourvoyeur et je pense fournit des bons rendements ROI, puisque tous les clients et prospects qui vont sur votre site, a priori,
sont en partie captifs. Mais vous voyez aussi que, de façon un peu étonnante, je sais que les autres années, le site web était placé plus haut. Mais si vous avez tous fait simultanément des efforts importants sur vos sites web, peut-être qu'au niveau concurrentiel, c'est moins distinctif. Et du coup, le ROI baisse, hein, puisque si un prospect va voir tous vos sites, tous les sites de tous les concurrents, à un moment, il n'y a pas le temps chez vous. Donc, votre site peut être considéré comme moins efficace, c'est peut-être le cas. Les webinaires, c'est plus peut-être de l'information et de la notoriété. Vous voyez, c'est pas obligatoirement générateur de ROI. Ça vient du fait qu'il y a des petites déceptions en ce moment, je crois, et on l'a vécu un petit peu pour ce séminaire, où il y a beaucoup d'inscrits et finalement assez peu de présents. Donc, il y a de l'intérêt, mais les gens qui sont présents et qui deviennent des prospects suite à des pressions webinaires, c'est un peu moins important. Pour répondre à 2 questions dans le chat, Marois demande si on parle des réseaux sociaux pour des campagnes payantes. Pour cette question-là, le distinguo n'était pas fait, en fait. On parle des réseaux Oui. sociaux en général. Oui, c'est vrai. Donc Ouais. voilà, ça répond à la question de Marois. Et ensuite, pour rebondir sur ce que dit Christophe, c'est vrai que les actions qui sont dans le bas, qui sont non marquées comme génératrices de ROI, est-ce à dire qu'elles vont s'arrêter? Moi, j'en suis pas certaine, honnêtement. Je pense qu'elles participent à d'autres choses que la conquête de nouveaux leads. Et apparemment, c'est Christophe qui pense la même chose en disant, voilà, les événements, les salons, c'est aussi l'occasion de rencontrer des clients, de montrer qu'on est là auprès du marché. Et ça participe aussi à l'image de marque. Si tous les concurrents sont là et que moi, je ne suis pas là, ça affiche un peu mal. Et ce n'est pas quelque chose qui est très, très mesurable. Ça participe à la notoriété, etc. Et effectivement, il y a des actions là-dessus. Est-ce qu'elles sont moins génératrices de ROI ou est-ce que le calcul du ROI qui en découle est plus difficile? Ça, c'est un petit peu la question, quoi. Calculer le ROI d'un content syndication, c'est hyper compliqué. Ça fait de la visibilité, mais Non, là, je ne suis pas obligatoirement d'accord avec toi parce que si tu veux, en tant qu'agence spécialisée notamment en content syndication et en emailing, ce que je peux te dire, c'est que les annonceurs, les clients sont toujours très précis et très calculateurs de ROI sur des actions facilement mesurables. voilà. Comme justement du content syndication, il y a un investissement, il y a tant de retours qui ont donné tant de projets. C'est assez facilement mesurable. Donc, ils sont très stricts et très durs et très professionnels dans leur jugement sur des opérations très mesurables. En revanche, quand on parle de réseaux sociaux, d'événements, alors on est plus dans le flou. Effectivement, oui, mais on y est. Ça ne nous rapporte pas beaucoup, mais c'est très important d'y être. Les commerciaux veulent y être. On est plus dans le vague, notoriété et impact. Alors, ce n'est pas un vague négatif, bien sûr, c'est très important. Mais autant on est dur sur des actions très mesurables, autant on est plus souple, je dirais, dans la critique et dans la mesure du ROI sur des actions moins mesurables, comme peut-être pas dans les ads réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux en naturel et puis en influence et sur l'événement, c'est quand même plus dur de mesurer le ROI. Enfin, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Donc c'est un éclairage. Il y a un tiers qui précise aussi, tout dépend de la règle d'allocation de l'opportunité, effectivement. Est-ce que c'est le premier contact? Est-ce que c'est le dernier contact avant C'est du signature? multitouch. Non, voilà. Alors, ce qui est intéressant, là, sans rentrer finalement dans la série, c'est un peu votre perception, la perception des professionnels sur le ROI. Bon, en ce moment, ils ont l'impression que les réseaux sociaux et les événements, ça rapporte un peu plus, ou c'est des budgets plus rentables que d'autres. Après, il y a des choses qui se mélangent. Le content syndication, ça se mélange un peu avec les emailing, si tu veux. Oui. Donc, l'emailing est haut, le content syndication est bas. Donc, certains croient faire de l'emailing alors qu'ils font du content et vice-versa. Voilà. Non, mais c'est assez intéressant. Est-ce que sur l'informatique, il y avait oui, tu l'as dit, non, des réponses différentes? Je ne l'ai pas noté, donc c'est que ça devait pas être des différences notables. D'accord. Alors, dans la même veine de questions sur le coût par lead, alors il n'y a pas toutes les questions, là, je vais juste vous dire, je publierai une étude complète. Là, on a fait quand même quelques extraits. Donc, le coût par lead, alors il y a une amélioration notable depuis, ça c'est une question qu'on pose depuis des années, presque depuis le début. Au début, il y avait peu de responsables marketing qui savaient estimer le coût par lead. Là, vous avez quand même 2 tiers
à avouer, à nous confier, qui vous savez estimer vos coûts par lead. Seulement un tiers ne savent pas les estimer. Donc, ça monte chaque année. C'est plutôt en amélioration. Donc, vous mesurez de mieux en mieux et de plus en plus vos coûts d'opération, en tout cas par lead. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous investissez de plus en plus en coûts par lead. Donc, ça peut vouloir dire que le marché est plus tendu. Donc, vous voyez, le coût par lead moyen est évalué à plus de 100 euros et certains, presque 10%, qui l'évaluent à plus de 500 euros par coup. Alors, il va se poser la question de la définition, qu'est-ce qu'un lead, etc. Donc là, c'est une question générale. Donc, chacun y a mis son appréciation personnelle et c'est pondéré avec toutes vos réponses. Mais par rapport aux autres années, c'est une proportion qui accroît en termes de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 40% des répondants l'an dernier qui l'évaluaient à plus de 100 euros. C'était beaucoup moins. Ça dépend aussi des techniques, parce que quand on cible des TPE, des PME, on a des coûts par lead qui sont beaucoup plus faibles. Quand on cible des grands comptes et très grands comptes, du CAC 40, on va être prêt à investir beaucoup plus dans un lead qualifié. Et alors là, il y a une grande différence avec le monde de l'IT. Déjà, sur le nombre de personnes qui peuvent estimer le coût de leur lead. Alors, Dans la tech, on est à 3/4 des répondants qui peuvent estimer le coût de leur lead. Donc, c'est les bons élèves de la classe. Et le lead dans le domaine de l'IT est aussi beaucoup plus élevé parce que 40% des répondants estiment que le lead leur coûte plus de 200 euros. Versus les à peu près 22% qui sont là sous vos yeux et 60% qui ont un lead à plus de 100 euros en moyenne versus les 40% qu'on a sous les yeux. Oui, c'est intéressant. Donc, Donc on a du lead plus cher. Comme tu le disais, Laurent, est-ce que c'est un marché plus tendu? Les enjeux financiers aussi des leads sont peut-être beaucoup plus élevés que ce qu'on... Bien sûr. Que ce que Ça dépend de la valeur des affaires qui sont derrière. Donc, Exactement. ça joue. Ça dépend aussi de la concurrence qui peut jouer, parce que quand vous êtes 5 ou 6 offreurs sur le même segment de marché, on se bat plus pour le même lead, puisque tout le monde veut le même. Et puis, la conjoncture aussi. Il y a une conjoncture qui a été très, très favorable à la tech en 2021-2022. 2023, c'est peut-être plus dur. Il y a eu beaucoup d'investissements déjà faits. Donc, peut-être que le marché, conjoncturellement, est plus difficile pour la tech. Donc, vous êtes obligé d'investir plus pour chaque lead. Ça semble logique. De Christophe, sur la clarification d'un lead, est-ce qu'on considère un lead comme une piste, un signal business, ou plutôt une opportunité sur un projet? On n'a pas fait de clarification, c'est-à-dire que c'est une étude qui a été faite par emailing, donc on pose une question générique et chacun y répond en fonction de ce qu'il comprend de la question. On ne peut pas faire de nuances aussi fines. Je comprends la question. Ce type de question est tout à fait reconnaissable, acceptable, mais il faudrait qu'on fasse des études par oral, en one-to-one, avec un déroulé plus long. Là, on a vraiment posé la question telle qu'elle est. Voilà, pour Christophe, pouvez-vous estimer votre coût par lead P2B moyen? Donc, le responsable marketing qui répond, il y en a encore une fois 450 qui ont participé, il répond à cette question-là. Donc, il interprète le coût par lead B2B moyen. Et dans les répondants, il y en a certains qui pensaient à des pistes, il y a des gens qui pensaient à des affaires. Ça n'a pas été tranché. Cette granularité n'est pas précisée dans la question. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le même qui soit posé d'année en année et qu'on voit l'évolution en tendance sur l'enchérissement du coût par lead. Mais bon, en général, par expérience, moi, quand je discute avec des directeurs marketing, un lead, pour eux, c'est un lead qualifié, ce n'est pas une piste. C'est une opportunité d'affaires, clairement. Après, ils font la granularité dans leur système Salesforce pour savoir comment ils se classifient. Mais eux, ce qu'ils aiment recevoir, et quand ils parlent de lead, ils parlent clairement d'opportunités d'affaires. Ils ne parlent pas de pistes ou de demande d'information. Salesforce ou autre, Laurent? Excuse-moi. Tu as une idée, non? Alors, excusez-moi. Une petite question sur l'emailing qui est quand même le média numéro 1 en termes d'utilisation. Donc, j'aime bien poser la question. Puis, c'est un média dont on a prédit
la disparition depuis des années, donc ça m'amuse toujours de donner quelques chiffres pour remettre l'église au milieu du village. Bon, ça reste central dans la politique marketing pour 2/3 des répondants, hein, l'emailing. Peu important pour 40%, donc c'est pas négligeable, mais l'emailing reste important dans la stratégie des entreprises. Et puis, le deuxième point que j'aime bien évoquer, parce que ça fait partie de notre métier, donc c'est des questions, j'allais dire peut-être Adelanto, mais qui vous concernent évidemment, qui est l'utilisation des bases de données. Donc, les difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation de données, alors il y en a trois principales, 3 ou 4. Premièrement, votre base de données n'est pas suffisamment qualifiée, c'est-à-dire que vous avez certes des contacts et des entreprises, mais vous n'avez pas suffisamment d'informations sur chaque contact ou sur chaque entreprise pour vous permettre de travailler correctement. Donc ça, c'est le problème numéro 1 que vous rencontrez. Le deuxième problème qui s'estompe un petit peu, mais qui reste très prégnant depuis 3 ans, bien sûr, c'est les limites liées au RGPD. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous faisiez auparavant avec vos data. Vous êtes contraint, vous avez des quantités moins importantes, peut-être mieux. Et pourtant, la qualité n'est pas mieux. On pourrait penser que si vous avez moins de contacts à gérer grâce au RGPD, vous améliorez sur le qualitatif. C'est pas sûr, d'après vos réponses. D'autant plus qu'un tiers d'entre vous considère que non seulement la base n'est pas qualifiée, mais en plus les données qui sont dedans sont obsolètes, c'est-à-dire qu'elles vieillissent mal. Vous savez que les bases de données supportent mal l'épreuve du temps si elles ne sont pas mises à jour régulièrement. Et ça, vous le mentionnez comme un des points faibles, avec, mais en quatrième, de peu, la sursollicitation de la base de données. Vous avez l'impression que vous utilisez, en tout cas un tiers d'entre vous, un peu trop vos bases de données, et que ça nuit à leur efficacité, et ça vous crée des taux de désabonnement qui peuvent être importants. Après, le reste est plus faible en termes de proportion. Quantité insuffisante de contacts, vous voyez, c'est pas très important. Côté IT, on sent que l'emailing est encore plus présent parce que seulement 30% considèrent que c'est peu important. Alors qu'on Donc voilà. 70%, tu dirais, très Exactement, important ou important, d'accord. tout à fait. Et du coup, conséquence sur le deuxième chiffre, la principale difficulté pour l'IT, c'est que les bases de données sont sursollicitées. Ah oui. Ce qui est un peu Oui. logique puisque c'est très important. Voilà. Tout le monde en fait certainement et du coup, on a des bases de données sursollicitées à 49%. Ah oui. Et les limites liées au RGPD, qui sont ici à 37, pointent à 45% pour le secteur de la tech. Donc, est-ce que les gens y sont plus sensibles, plus, je sais pas, plus Je pense, conscients du oui, problème? que ouais, Ouais. votre connaissance de la technologie, le fait que vous ayez peut-être pris en compte plus vite les contraintes liées au RGPD, vous en font connaître les limites aussi plus vite. Mmh. Donc ça semble cohérent, effectivement, par rapport à votre secteur d'activité. Oui. Ah, on a une question, Laurent. Oui. Est-ce que tu penses que l'emailing a toujours la même pertinence, sachant qu'on a du mal à distinguer les réactifs automatiques qui ouvrent, des vrais Oui, réactifs? les réponses automatiques, oui, Non, c'est des robots de sécurité qui ouvrent et qui cliquent oui. versus les vrais humains qui cliquent. Oui, alors si on parle de taux de clic, effectivement, la mesure des taux de clic a très peu a bouleversé un peu le marché. Nous, ça fait plusieurs années qu'on s'en est rendu compte, mais je crois que les clients, les annonceurs se rendent compte maintenant. Donc pour expliquer à tous les participants, auparavant, je dirais il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand on envoyait des emailing, on avait 15% de cliqueurs, donc on considérait que 15% de la cible avait vu la communication et dans nos espoirs les plus fous, l'avait lu, l'avait comprise et l'avait appréciée. Bon, c'était pas ça. On pouvait atteindre des taux supérieurs à 15% en faisant des relances sur les ouverts, etc. Donc on arrivait à des taux importants. Et depuis quelques années, grâce aux éditeurs d'antivirus et de firewall, pour protéger les entreprises, notamment du phishing, ont été mises en place des solutions, des robots qui cliquent sur les liens d'un email. Un email, généralement, c'est constitué de 5 ou 6 liens. Un lien pour ouvrir, un lien pour vers la version texte, un lien pour s'inscrire,
etc., un lien pour voir l'image. Donc, ces robots analysent chaque clic présent et essayent sont comptabilisés en tant que clics. Donc, sur un email, il peut avoir 6 clics. Donc, on arrive à des aberrations où vous envoyez un email à 10 000 personnes et au lieu d'avoir 1500 cliqueurs, vous en avez 30 000. Donc, vous ne comprenez plus rien. En fait, si vous n'avez pas eu 30 000 cliqueurs, vous avez eu 30 000 clics. Et quand on regarde de façon plus approfondie les statistiques, ces 30 000 clics, ils viennent que de 1500 cliqueurs. Donc, et ces cliqueurs, il y a des cliqueurs qui sont des robots, puisque personne ne clique 12 fois sur un email. Donc, effectivement, ça joue sur les taux de clics, mais finalement, nous, en tant que professionnels de ces médias et de l'emailing, ce qui nous intéresse, c'est les taux de répondants. Donc, et c'est il n'y a que ça qui intéresse nos clients d'ailleurs. Donc, pour résumer, quand vous envoyez vous voyez, c'est cette opération dont je vous parle aujourd'hui, on a envoyé des séries d'emailing à peu près une base de 20 ou 25 000 décideurs. On a eu presque 500 réponses. Et on se concentre sur les 500 qui répondent. Je ne suis pas allé vérifier sur les 20 000 emails que j'ai envoyés combien il y avait eu de clics, de robots, de pas de robots, etc. Donc, moi, tant que je vois que mon étude, d'année après année, qu'il y ait des robots ou pas, fait entre 400 et 500 retours, je pense que le contenu est suffisamment intéressant pour que ça passe les barrières et que les décideurs, dont on a les contacts qui sont des vraies personnes, avec email et téléphone, répondent. Donc, nous, on se concentre sur les résultats. Le robot, on le voit. On essaye de les contourner en faisant des emailing de type différents, un mailing en version graphique, un mailing en version texte, en ne routant pas nos emails tous le même jour, en dégroupant les emails. Quand vous avez sur une base de données de 10 000, 100 emails de la BNP, bah, c'est sûr que le firewall de la BNP, il va voir arriver 100 emails d'un coup, des emails promotionnels, il va vous bloquer. Donc, il faut pouvoir détacher les noms de domaine, ne pas router les mêmes noms de domaine le même jour. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. C'est pas la panacée, mais ça permet de contourner un peu ce problème des robots. Je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse, mais c'était la mienne. C'est clair, Laurent. Non, ça le fait. Voilà ce que je vois, moi, en back-office, en tout cas, pour mes clients. Je profite pour rappeler qu'il reste à peu près 5 minutes avant la fin officielle de la. Bon, on a presque fini. Ouais, totalement. Je termine. Alors, la RSE, c'était une question demandée par le CMIT. Et de façon qui, personnellement, moi, m'a surprise. C'est très utilisé. 90% des responsables marketing utilisent des concepts ou des principes de la RSE dans leur communication marketing, dans des domaines marketing qui sont listés ci-après. Bien entendu, certains en utilisent plusieurs. Dans les prioritaires, l'image de marque, c'est utilisé dans le choix des fournisseurs du marketing. Donc, les décideurs font attention par rapport aux fournisseurs qu'ils choisissent que des concepts RSE ou des principes RSE soient pris en compte. La marque employeur, donc ça c'est plutôt le marketing qui donne son avis sur les RH, mais en tant que marque employeur, si le marketing utilise la marque régulièrement, il en tient compte. Et des actions de communication responsables. Donc voilà je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Laetitia, par rapport à la RSE, je crois que c'était ton idée. Oui, sur la tech, on voit une différence, c'est que le choix des fournisseurs arrive en 4e position et non pas en 2e. Certainement parce que pour certains achats, style des ordinateurs, des machines serveurs, etc., eh bien, il faudra toujours des minerais dedans et peu importe. Donc ça peut être une explication, c'est que parfois on a des contraintes qui sont inévitables, qui sont incontournables. Et l'image de marque reste numéro 1 et ensuite la marque employeur. Donc la marque employeur est plus haut. Elle est plus haut pour la tech. Et c'est vrai pour avoir entendu des retours de nos recruteurs chez nous, on a des candidats qui viennent, des candidats qui sont sursollicités par le marché parce que tout le monde les veut et qui arrivent en entretien. Et alors le rôle est inversé, donc c'est à l'entreprise de séduire le candidat. Et le candidat pose des questions sur les actions en fait en termes de RSE ou pendant l'entretien ou notre manière de développer, par exemple, travaillant dans le logiciel.
Ou encore, moi j'ai vu passer un email d'une personne qui était tombée sur un vieil article qui avait à peu près une dizaine d'années, mais ça la personne ne le savait pas forcément. Et qui essaye enfin comment dire? Qui était un petit peu, pas à notre avantage, Si. parce qu'on disait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour la parité homme-femme au niveau des effectifs et on se vantait d'un, je sais plus combien c'était, mais 20. Il y a 10 ans, c'était bien et on pouvait s'en vanter, sauf que maintenant, c'est plus vraiment d'actualité et la personne est tombée sur cet article et finalement a dit: «Bah non, en fait, Elle a 20». utilisé comme enjeu. Comment? Donc, c'est très important. Ce que tu dis, c'est que finalement, c'est très important ce que disent les répondants, les RSE en marketing, en recrutement, en Ah oui, communication, oui. c'est Oui. partout. Oui, oui, pour l'avoir expérimenté, oui. OK. Une des dernières questions qu'on a posées, c'était sur les technologies qui allaient être utilisées. Donc, pareil, c'était une sorte de pot pourri de technologies. Alors, ChatGPT, qui est très à la mode, c'est plus qu'une mode, hein. Vous dites que ça va être utilisé pour 40% d'entre vous, hein. Enfin, pour ceux qui vont utiliser les technologies qui sont listées, il y en avait 2 tiers, mais sur les 2 tiers, il y en a encore 40% qui disent qu'ils vont utiliser ChatGPT ou d'autres solutions IA qui sont citées là. Il y a autre solution IA de Bing Chat de Microsoft. Et Mmh. puis, de façon assez étonnante, on avait mis une nouvelle solution de marketing automation. Je parle bien de nouvelles solutions, donc soit des responsables qui en ont déjà une et qui vont en changer, soit des décideurs qui n'en ont pas et qui vont s'équiper d'une nouvelle solution de marketing automation. Donc, il y en a 40% quand même, hein. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est plus d'une centaine, entre 100 et 200 décideurs qui vont s'équiper d'une nouvelle solution de marketing automation. Alors, je ne sais pas s'il y a des éditeurs de marketing automation dans la salle, mais là, ils peuvent se préparer à une forte augmentation de la demande, en tout cas d'après ce sondage. Et puis, en revanche, une déception, mais bon, qui était un peu attendue sur le métaverse. Alors, le métaverse en B2B, pour les restaurants marketing, vous ne voyez pas du tout comment vous allez pouvoir l'utiliser. Ça reste encore peut-être un peu dans le domaine de la formation, un peu dans le domaine du rêve, qui est lié avec alors que la réalité virtuelle, la 3D, est beaucoup plus importante, qui sont des concepts qui peuvent être proches parfois. Voilà. Donc, je ne sais pas si sur la tech, tu avais une dernière remarque. Oui, sur la tech, on a la 3D réalité virtuelle qui est, beaucoup plus bas puisqu'on est à 14% seulement D'accord. et le métaverse qui est à 5% seulement. Ok. Si même les promoteurs de la tech n'y croient pas, on est mal parti. Ouais. Et ChatGPT? ChatGPT, c'était assez, élevé. Je vais reprendre, 57%. D'accord. Donc c'est en première position également, mais plus fort encore. Bon, ça en petit clin d'œil, parce que je vous ai dit qu'on faisait des études, des lead generation survey pour créer de la prospection. On pose toujours une petite question à la fin pour savoir si vous voulez en savoir plus, les décideurs, sur Adelanto ou sur le CMIT. Donc, manifestement, le CMIT est un grand gagnant sur cette question. Vous êtes tous très intéressés pour en savoir plus sur CMIT, beaucoup moins sur Adelanto. Je suppose que c'est parce que nous sommes très connus et qu'on n'a plus rien à vous apprendre. En revanche, le CMIT, il y a encore beaucoup de choses à faire en promotion pour développer sa note. On y travaille. Hein, voilà, donc vous y en tout cas, bravo, félicitations. Je crois qu'on a terminé. Là, j'ai mis une petite conclusion. Et puis, je vous remercie pour votre attention et vos questions. S'il y en a d'autres, on est à votre disposition. Thomas, est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on n'a pas Non, répondu il y a pas de durant la... question. On peut peut-être juste mettre la dernière slide, Oui. Laurent, sur les informations de contact si des personnes veulent nous contacter. Non, il y avait juste une remarque très intéressante de Sam sur l'emailing où il disait qu'effectivement, les bots faussent les stats. Mais par contre, on a un moyen de le contourner, c'est qu'on peut supprimer les visites courtes, inférieures à 10 secondes, et ajouter un paramètre de souris actif pour valider une visite humaine. Et donc, en fait, ce qu'il disait, c'est que le taux de clic n'a plus vraiment de sens à considérer seul. C'est ce que disait Laurent. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Enfin, en tout cas, on a traité toutes les Non, questions. les gens nous disent merci, c'est plutôt bon signe, non? Très intéressant. Oh là là, très pertinent. C'est super. Ah oui, on s'est vraiment remis beaucoup en question pour cette étude de On a bien 2003. fait d'animer ce webinaire, ça nous remonte le moral. Non, Donc, merci à tous pour vos messages. Thomas, peut-être une précision sur la disponibilité de l'étude?
Oui, de notre côté, on va créer une page sur le site du CMIT avec le replay de ce webinaire, avec les slides qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, Laurent, tu disais tout à l'heure que tu allais diffuser l'étude complète et on pourra la mettre également sur cette page. Donc, D'accord, oui, tout à n'hésitez fait. pas. Dans les prochains jours, je vais mettre une page de téléchargement sur la page Adelanto et je vous donnerai les liens si les gens veulent avoir l'étude complète. Super. Et Top. on enverra ça à tous les inscrits d'aujourd'hui. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à tous pour Merci à tous, une excellente journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu es bientôt.